sont exactement 1539 nouveaux fonctionnaires de l'État et des collectivités à composer la 6e cohorte du service national des jeunes. Ce nouveau contingent a été présenté au drapeau sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef suprême des armées. Durant 6 mois, ces jeunes recrues ont bénéficié d'une formation axée sur la rigueur militaire, le professionnalisme, le civisme et bien sûr dans le cadre de leur intégration. Par ailleurs, une mission a été lancée hier par les autorités de la transition, contrôler les prix et la disponibilité des hydrocarbures au niveau des stations. Cette initiative des autorités de la transition vise à garantir un meilleur accès au carburant par l'ensemble des populations. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Dans une solennité empreinte des fiertés nationales, la jeunesse malienne a une fois de plus répondu à l'appel du devoir. Ce 9 octobre, la 6e cohorte du service national des jeunes s'est tenue devant le drapeau incarnant les valeurs de patriotisme, de résilience et d'engagement républicain. La 6e cohorte est composée de 1539 jeunes fonctionnaires de l'État et des collectivités, dont 521 femmes et 44 personnes vivant avec un handicap. Elle est le symbole d'une jeunesse plurielle formée durant 6 mois à la rigueur militaire, à la conscience civique et à la compétence professionnelle. Présidée par le président général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef suprême des armées, la cérémonie marque un tournant dans l'édification d'un Mali plus fort, plus solidaire et résolument tourné vers l'avenir. Pour le chef de l'État, cette cohorte forte de 1539 recrues vient renforcer la réserve stratégique. Voyons le compte-rendu de la cérémonie depuis la place d'armes du 34e régiment du génie militaire avec Garibou Pérou et Abdussalam Bambara. À la place d'armes du génie militaire arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À son arrivée, il est accueilli avec les respects dus à son rang par le Premier ministre et le président du Conseil national de transition. Au loin, les premières mesures de l'hymne national s'élèvent dans le ciel. Le président Goïta s'immobilise pour saluer les couleurs dans un geste de respect profond à l'égard des symboles de la République. Dans la continuité, il passe en revue les troupes. 1539 fonctionnaires de l'État et des collectivités, désormais unis par l'expérience commune du service militaire obligatoire. Le chef de l'État observe avec une attention minutieuse les tenues impeccables, des chaussures jusqu'à la coiffure, traduisant la rigueur et la discipline acquise. Son parcours le mène jusqu'à la ligne d'honneur. Chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs vous ont été rendus respectivement par la musique principale des armées, le drapeau Isanga, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, 12 sections de recrues de la 6e corps du service national des jeunes. L'ensemble commandé par le colonel Nabolokone, commandant de troupes. Mettez-moi. Depuis la tribune officielle, le président Goïta assiste pour ainsi dire à un ballet militaire. La 6e cohorte répartie en 2 formations se rassemble en une seule entité. Cette fusion n'est pas un simple regroupement, elle incarne la devise nationale, un peuple, un but, une foi. Dans ce tableau presque chorégraphique s'élève un chant spécialement dédié à cette 6e promotion. Porté par des voix pleines de ferveur, il célèbre les valeurs sociales, morales et patriotiques. À l'issue du défilé, le président Goïta prend la parole pour saluer la bravoure et la discipline de cette jeunesse qui, en dépit de la diversité de ses origines professionnelles, partage un même idéal, servir la nation avec honneur et dignité. La présentation au drapeau national de ces jeunes recrues, après 6 mois de formation intense à la défense nationale,
au civisme et surtout à la formation professionnelle est tout un symbole. Et pour rappel, le programme de formation s'inscrit surtout dans notre volonté de disposer d'une jeunesse bien formée aux valeurs civiques, c'est-à-dire une jeunesse qui a le sens de la discipline, une jeunesse qui a le sens du patriotisme, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité, du goût de l'effort, du don de soi et surtout de la loyauté envers son pays. Et aussi, c'est de notre volonté de disposer d'une jeunesse aguerrie, efficace, pouvant être mobilisée pour les besoins de la défense nationale. 1539 recrues renforceront davantage la réserve stratégique mise à cet effet. Donc, nous voudrons aussi dire que l'avenir d'un État s'est construit à travers sa jeunesse et l'apport de la jeunesse est une condition indispensable pour tout développement socio-économique et culturel d'un pays. Raison pour laquelle nous devons travailler afin que cette jeunesse soit le porte-flambeau du changement tant voulu par le peuple malien. J'ai bien compris les salutations du ministre de la Jeunesse et des Sports et je voudrais profiter de la même occasion de le féliciter et féliciter tous ses collaborateurs pour leur engagement constant pour la réussite de cette formation. Et je voudrais aussi lui retirer mon soutien et le soutien total du gouvernement pour l'atteinte de la mission qu'il a été assignée. Enseignants, chercheurs, médecins, agents des eaux et forêts, douaniers, contrôleurs, tous issus de parcours différents mais désormais unis par une mission commune, le développement du pays. Le président Goïta, fidèle à sa vision, a placé la jeunesse au centre de ses priorités, convaincu qu'elle constitue le socle sur lequel s'est bâtie la refondation nationale. Le service national stratégique des jeunes est un pilier stratégique que nous devons davantage conforter. C'est dans ce cadre que pour les besoins de refondation de notre pays. Et c'est dans ce cadre que cette formation a été instituée une fois de plus et élargie. C'est pour vraiment mettre en œuvre tout ce qui est les besoins de refondation conformément à la vision du Mali. Et j'en suis sûr et certain que ces jeunes fonctionnaires sont maintenant aptes à servir avec loyauté et dévouement pour le bien-être de nos populations, aussi surtout pour les besoins de la défense nationale. Et je les fais confiance, je les exhorte à faire toujours preuve de leadership, preuve d'engagement et surtout preuve de discipline et surtout de ponctualité au service dont ils seront déployés. Et désormais, le peuple malien compte sur eux, raison pour laquelle chaque jour, il doit faire preuve de sens de devoir, preuve de rigueur, preuve de détermination pour non seulement la défense de la patrie, et surtout pour le bien-être de nos populations. C'est de ça qu'il s'agit et je les souhaite bon vent et bon courage pour leur carrière. Gagner la confiance du président et plus encore celle du peuple exige une préparation à la fois morale et physique. Pendant 6 mois, la 6e génération des fonctionnaires a suivi une formation exigeante marquée par le courage, l'endurance et le sens du devoir. Aujourd'hui, fort de cette expérience, ils regagneront leurs services respectifs avec pour mission d'être des exemples vivants de rigueur, de loyauté et d'excellence. Ouverture hier ici à Bamako de la 8e édition du Salon de l'habitat de Bamako Sahaba. Le logement est le socle de la dignité humaine, le creuseur de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Cette déclaration a été faite par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga à la cérémonie. Le chef du gouvernement a par ailleurs déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'acquisition des logements par les Maliens. L'ambassadeur de la Turquie, pays invité d'honneur de cette édition, a promis l'expertise de son pays dans le domaine de l'habitat. Le salon prendra fin demain 11 octobre 2025. En attendant, le reportage est signé Mamari Kone Alou Abdoulaye Alou Touré. Le salon de l'habitat de Bamako Sahaba est désormais perçu comme une vitrine pour notre pays, un laboratoire d'idées, un catalyseur de partenariats et un incubateur de projets. Pour la cérémonie d'ouverture de cette 8e édition, la salle des banquets du Centre international des conférences de Bamako a fait salle comble. Les activités de cette édition se tiennent autour du thème « La résilience face aux crises urbaines ». Le Sahaba 2025 se veut être un cadre d'échange utile, mais aussi d'engagement concret. Nous voulons y identifier des pistes réalistes, renforcer les liens entre les acteurs publics et privés,
et surtout poser les jalons d'une nouvelle approche du logement plus inclusive, plus verte et plus humaine. Car face aux crises, notre véritable force réside dans la résilience de nos communautés, la solidarité de nos institutions et la détermination de nos bâtisseurs. Je peux affirmer que notre engagement ne se limite pas qu'à la promotion immobilière. Il s'agit avant tout d'une mission sociale et économique fondée sur la conviction que chaque famille mérite un abri sûr et digne. C'est dans cet esprit que l'APIM a initié le programme de 10 000 logements économiques avec l'appui du gouvernement et des institutions financières partenaires. Mais nos ambitions vont plus loin. Nous appelons à la digitalisation du foncier pour mettre fin à l'insécurité juridique. Nous demandons le renforcement de la production et l'utilisation des matériaux locaux afin de bâtir avec ce qu'on a et par nous-mêmes. Les participants à cette édition sont venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Maroc, de la Mauritanie, du Mali et de la République de Turquie, pays invité d'honneur. L'ambassadeur de ces pays au Mali a salué l'excellence des relations entre nos deux pays dans plusieurs domaines comme la sécurité. La capacité et l'expertise du secteur privé turc dans les domaines de la construction et de l'immobilier est mondialement reconnue. Je suis fier de dire qu'il n'y a aucun projet de BTP que les compagnies turques ne puissent réaliser. Les grands ouvrages, comme les aéroports, comme les ports maritimes, les autoroutes, les chemins de fer, les barrages, les centrales énergétiques, les sites urbains, les logements sociaux ont tous été réalisés avec succès par des compagnies turques dans des pays africains. Au nom du président de la transition, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel, AES, le Premier ministre a souhaité la cordiale bienvenue à tous les participants. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous désormais incontournables s'inscrivent dans une dynamique de réflexion, d'innovation et d'action face aux défis majeurs du moment. Le logement, comme vous le savez, est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Pour sa part, le gouvernement de la République du Mali est fermement convaincu que le logement n'est pas un luxe, mais un droit fondamental et résolument engagé pour la promotion d'un habitat digne, accessible et adapté aux réalités de notre pays à travers le ministère en charge de l'habitat. Ainsi, pour réaffirmer cet engagement, il a adopté en 2014 la politique nationale de la ville afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de garantir un développement durable des centres urbains ainsi que les zones environnantes. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023, sous le leadership du président de la transition, a énoncé en son article 10, je cite, « L'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constituent des droits reconnus. » Fin de citation. Par ailleurs, le président de la transition, dans la lettre de cadrage du 27 novembre 2024, a invité le gouvernement à focaliser sa mission sur un certain nombre de questions, dont la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. C'est dans ce cadre que le plan d'action 2025-2026, élaboré par le gouvernement et adopté par le Conseil national de transition, lors de sa session du 16 au 19 mai, a prévu la création de conditions favorables pour un meilleur accès au logement. À ce titre, il est prévu, entre autres, l'immatriculation systématique des parcelles pour environ 60,750 milliards de francs CFA, la clôture des registres fonciers des titres provisoires, la vulgarisation de la loi domaniale et foncière pour 950 millions de francs CFA, l'opérationnalisation des guichets uniques du foncier, la constitution de 429 hectares de réserves foncières, la réalisation de logements sociaux, l'achèvement et la mise à la disposition des populations de 2789 logements sociaux, dont 800 à l'intérieur du pays. Selon le Premier ministre, le thème de cette édition est un appel et une alerte sur les vulnérabilités croissantes de nos territoires urbains. C'est pourquoi nous saluons la tenue de ce salon, qui offre un espace de dialogue entre les acteurs publics et privés, les chercheurs, les promoteurs immobiliers, les institutions financières et les citoyens. Un espace où se croisent les idées, les expériences et les solutions concrètes pour répondre aux besoins croissants en logement
améliorer la gouvernance foncière et renforcer la chaîne de production et de l'habitat. Au programme de cette 8e édition du Sahaba, des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B, le gouvernement malien attend des propositions de mécanismes de financement innovants, des guides de planification d'action pour la résilience urbaine avec un objectif commun, garantir à chaque Malien un toit sûr, salubre et durable. La visite des stands d'exposition par le Premier ministre a mis fin à cette cérémonie d'ouverture du Sahaba édition 2025. Autre point de l'actualité, voir la disponibilité des stocks et encadrer la distribution tout en vérifiant le prix, c'est la mission de contrôle des produits pétroliers lancée hier. Cette mission initiée par les autorités de la transition vise à faire respecter les prix plafonds au niveau des stations de vente du carburant. L'objectif, le dispositif va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. La mission est composée uniquement des services techniques de l'État, nous disent Benowo Fofana et Toumani Diabati. Approvisionner le pays en hydrocarbures afin de satisfaire le besoin des Maliens en tout lieu et en toutes circonstances. Telle est la volonté affichée des autorités de la transition. Une volonté traduite ici en acte ce mardi 7 octobre avec l'arrivée à Bamako d'un cortège de 300 camions-citernes sous escorte FAMA. Pour dire à qui veut l'entendre qu'aucun obstacle ne pourra faire barrage au bien-être des Maliens. Pour une gestion rationnelle du carburant, une mission de contrôle était ce matin dans les stations d'essence à travers le district de Bamako. La dite mission est composée des services techniques, notamment la Direction nationale de la géologie et des mines, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence et la Direction générale de l'Office malien des produits pétroliers. Volet sécuritaire, la police et la gendarmerie y veillent. Je vous rappelle que le prix de l'essence, c'est 775 francs le litre. Et le prix du gasoil, c'est 725 francs le litre. Donc nous devrons veiller vraiment à l'application correcte vraiment de ce prix. Les stations qui ne vont pas respecter les prix là, donc ces stations-là vont être sévèrement sanctionnées. Il peut y avoir même des poursuites judiciaires pour le non-respect de ces prix officiels. Nous devrons veiller aussi sur vraiment le contrôle du stock physique pour éviter les cas de rétention de stock. De la rive droite à la rive gauche, sur près d'une dizaine de stations visitées par la mission, celle-ci détenait encore de stocks disponibles. Nous pouvons rassurer la population, il y a suffisamment de stocks. Même les cas nous venons de faire ici. Donc on a vu dans cette station seulement, on a à peu près 29 000 litres d'essence, à peu près 28 000 litres vraiment de gasoil. Donc il y en a suffisamment. On a fait d'autres stations, on a trouvé qu'il y a de l'affluence, mais bien c'est bien organisé, c'est bien ordonné. Donc vraiment nous voulons que ça continue. À chaque fois quand il y a besoin quelque part de nous appeler. Afin d'éviter toute spéculation, il est désormais interdit de vendre du carburant aux détenteurs de bidons ou autres. En commune 4, un tricycle transportant des fûts de barriques et des bidons vides de 20 litres a été intercepté. Et le conducteur va devoir s'expliquer auprès des autorités compétentes. Pour la réussite de cette mission de contrôle, le coordinateur sollicite l'implication de tous. Nous avons un message à l'endroit de la population, c'est-à-dire de toujours veiller, parce que nous avons deux numéros verts. Donc c'est le 36 088 et le 36 099. À chaque fois quand ils voient un manquement, c'est-à-dire lorsque le prix n'est pas respecté, ou bien ils passent dans une station, lorsque eux-mêmes ils constatent qu'ils ont le stock et qu'ils refusent de vendre, donc de nous faire appel, parce que le fait de refuser de vendre lorsque vous avez le stock aussi, constitue une infraction. Donc lorsque vous avez le produit, vous devrez vendre. C'est une obligation. Mais disent que le prix ne vous convient pas, vous refusez de vendre, vous vous exposez vraiment à des sanctions aussi. Au nom des autorités de la transition, Fousséni Bamba remercie les opérateurs économiques et les FAMA pour leur sacrifice afin de donner aux Maliens le sourire partout où ils se trouvent. Nous saluons tous les opérateurs économiques. Vraiment, nous tenons à remercier nos FAMA pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer aujourd'hui. Nous leur tirons le chapeau. Cette mission de contrôle va se poursuivre jusqu'au retour à la situation normale. Les voyageurs sont de nos jours accueillis dans une ambiance chaleureuse. L'aéroport international président Modibo Keïta Sénou sépare aux couleurs de Mali Culture 2025. Le ministère en charge de la culture, en partenariat avec celui en charge des transports, a décoré plusieurs espaces de l'aéroport avec des tissus traditionnels représentant la diversité ethnique du Mali. Les deux ministres concernés ont effectué une visite ce mercredi pour découvrir cette nouvelle décoration. Le point avec Seydou Traoré et Aboubakar Traoré.
À l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, la métamorphose est complète. Pour célébrer 2025, déclarée année de la culture au Mali, la richesse et la diversité culturelle malienne s'exposent avec finesse dans chaque espace. De l'arrivée au départ des passagers en passant par le salon d'honneur, l'espace VIP ainsi que les passerelles. Chaque décor illustre la culture malienne. Ces décorations transmettent des messages chaleureux tels que bon voyage, l'amitié, Montréal à l'humanité ou encore Saint-Clément-Sirabo, c'est-à-dire l'hospitalité, c'est de se rendre visite. Lors des visites des différents terminaux, on a vu qu'avec l'appui du ministère de la Culture, les locaux ont été décorés en Made in Mali avec des significations en lien avec les voyageurs. Quand un passager arrive dans un pays, la première infrastructure qui l'accueille, ça c'est généralement l'aéroport via le ciel. C'est le lieu de rappeler tout simplement que c'est la matérialisation de la vision du président du Mali, le général Assimi Goïta, qui a décidé de faire de cette année l'année de la culture au Mali. Donc il nous a demandé de s'approprier notre culture partout où nous pouvons au Mali. Et donc grâce à ce partenariat dynamique entre le ministère des Transports et le ministère de la Culture, nos services, la direction de l'aéroport du Mali et la direction du tourisme du Mali ont travaillé pour nous présenter ces beaux bijoux, et à travers le talent d'un jeune créateur qui s'appelle Mida, qui a fait un excellent travail. Cette initiative de décorer l'aéroport et d'autres lieux emblématiques du Mali reflète la volonté du gouvernement en cette année de la culture de valoriser l'artisanat local et encourager le consommer des produits made in Mali. Éradication de la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030, c'est l'objectif visé par la campagne 2025 de la vaccination des petits ruminants lancée hier à Koulikoro. C'est une initiative de projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAF de Mali sous l'égide du gouvernement malien et de la Banque mondiale. Reportage signé Adama Traoré, Amadou Tchokari. C'est à travers cette dose injectée par les ministres en charge de l'élevage que les activités de la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants PPR sont lancées. Une campagne au cours de laquelle les éleveurs seront informés et sensibilisés sur le programme d'éradication de la PPR. La phase D du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, vise à améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Cet objectif se décline en 5 composantes. Il s'agit entre autres les composantes d'amélioration de la santé animale en passant par la gestion durable des paysages et l'amélioration de la gouvernance. Aujourd'hui, avec l'engagement du département du ministère de l'élevage et de la pêche et l'accompagnement des services vétérinaires et le PRAPS, nous nous sommes engagés à lancer une campagne de vaccination gratuite contre la peste des petits ruminants. Et je rappelle que la vaccination contre la peste des petits ruminants est obligatoire pour l'ensemble des éleveurs du Mali. Et l'objectif de cette campagne, c'est de vacciner et marquer 15 millions de petits ruminants. L'élevage occupe une place importante dans l'économie de notre pays et dans la vie de nos communautés concernées par la pratique de cette activité. C'est pour cela que le gouvernement, soucieux de cet état de fait, a initié à cette occasion le lancement des activités de la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants. Face à cette situation, la campagne de vaccination à travers le ministère de l'élevage et de la pêche, on affirme notre engagement ferme et d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte contre cette zoonose, conjointement avec l'OMSA et la FAO. La cérémonie s'est achevée par la remise d'équipements de vaccination aux responsables du PAS 2, un geste qui souligne l'accompagnement des autorités de la transition pour la réussite de cette campagne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.